Nouveau numéro de Megatrends sur Boursorama. Aujourd'hui, on passe au banc d'essai. La thématique du lifestyle, une thématique centrée autour des nouveaux modes de vie et de consommation. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. On vit dans un monde en pleine mutation qui sont protéiformes, multifacettes. C'est ça qui préside un petit peu à l'ADN de ces fonds lifestyle. Oui, c'est ça. On retrouve en fait les 4 grandes mutations que l'on évoque souvent ensemble dans Megatrends. On a l'apparition de nouveaux modes de vie parce qu'on a des générations qui sont aujourd'hui digital native, comme on dit, donc 100% digital, ils utilisent le digital un petit peu à toutes les sauces, j'allais dire. On a aussi un changement démographique, on a quand même un vieillissement de la population, des populations qui sont plutôt tournées sur le bien-être, la santé, on l'a encore vu avec le Covid. On a des évolutions climatiques, environnement, donc des populations qui se soucient de donner du sens, qui veulent protéger la planète, qui sont plus responsables. Et enfin, on a aussi des évolutions sociologiques, puisque beaucoup, en fait, souhaitent plutôt jouer sur l'expérience plutôt que la propriété. Donc la consommation, ce n'est pas d'acquérir quelque chose, mais c'est plutôt de louer quelque chose ou de vivre une expérience autour de quelque chose, ce qui fait que ça change les modes de vie, ça change donc en fait les entreprises, la manière de distribuer ces produits et services. Donc c'est à la fois un fonds qui est vraiment multifacette. On est à la fois de la conso au final, mais la conso des millennials, la conso des seniors. La santé. Enfin Ouais, c'est en transversal. Donc déjà, ce sont des fonds monde. Ce sont des fonds qui jouent sur l'ensemble des thématiques. Quand on analyse les fonds, on se retrouve avec effectivement 2 types de fonds. Des fonds qui vont plutôt jouer sur l'aspect santé, qui vont s'apparenter à ce qu'on a évoqué ensemble, donc une thématique vieillissement de la population. Donc on va retrouver beaucoup de pharmaceutiques et de valeurs santé, bien-être, sportswear, alimentation bio, etc., qui vont donner du coup un profil un petit peu plus cyclique, qui a bien performé sur 2021. Ouais. On se retrouve avec la deuxième population de fonds qui joue plutôt sur l'aspect digital, qui considère que le tech, en fait, le digital l'emporte sur l'ensemble des autres secteurs, j'allais dire. Et donc, on va avoir un profil plus défensif qui a un petit peu moins bien performé sur 2021, mais qui est aussi important. Alors, globalement, ces performances sur 3 ans qui sont un petit peu en dessous de ce qu'on a sur le MSCI World, justement avec cette composante consommation, bien-être qui donne un côté un petit peu plus cyclique, mais qui se rattrape sur 2021. On n'a pas beaucoup d'historique, en fait, quand on analyse... Ils sont assez récents, ces fonds lifestyle. C'est le problème. Quand on analyse dans Cantalis, on a les 2/3 des fonds qui n'étaient pas créés en fait il y a 3 ans, donc on ne peut pas délivrer d'étoiles, on ne peut pas faire vraiment des analyses pertinentes sur des mouvements de marché forts. Quand vous n'avez pas 3 ans, ça donne un track record qui est un petit peu jeune. Donc voilà, c'est encore en devenir. Il y a une douzaine de fonds qui jouent spécifiquement cette thématique lifestyle, qui gèrent à peu près 3 milliards d'euros sous gestion. Certains sont justement fonds ISR, donc avec SFDR article 9. J'en ai retenu 3 qui, selon moi, font partie des meilleurs, des plus gros aussi. Ouais. Tous ont en commun d'avoir beaucoup de valeurs américaines. Beaucoup de valeurs américaines. Il y a un gros biais marché américain. Oui, il y a un biais marché américain. Ouais. Si vous faites la synthèse de bien-être et de tech, ouais, vous retrouvez nécessairement, déjà le MSCI World est exposé aux 2/3 sur le marché américain, et vous retrouvez en gros cette exposition. C'est un petit peu moins le cas pour le fonds Robeco Sustainable SC Living, puisqu'il est à 50% sur le marché européen. Le deuxième fonds NN Health and Wellbeing, il est bien diversifié avec une part européenne proche de 25%. Et le fonds CPR Invest Global Lifestyles, qui est plus orienté sur les États-Unis, à 65% sur les États-Unis, avec des grandes valeurs américaines comme Apple, Microsoft ou Amazon. Justement, on va passer au banc d'essai. Un fonds positionné sur cette thématique du lifestyle. C'est parti. L'œil du gérant avec vous, Anne Leborgne, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante action internationale chez CPR, vous gérez ce fonds CPR Global Lifestyle. C'est bien résumé ce qu'on a dit ou pas en disant que finalement vous êtes investi à la fois dans la conso, le digital. Dire que c'est un mélange de conso et de digital, c'est un peu réducteur de dire ça comme ça, non? C'est un fonds qui va bénéficier des grandes évolutions de la consommation, des évolutions démographiques,
des évolutions de la consommation vers le digital, et puis des évolutions vers la santé et le bien-être. Donc effectivement, il va bénéficier de l'investissement dans plusieurs grands secteurs. Ouais. Secteur et aussi, je veux dire, population, parce qu'à la fois, on parle aux millennials, on parle aussi aux seniors et leur santé, les millennials et le digital. C'est ça, cette montée en puissance à la fois, encore une fois, des jeunes générations, aussi peut-être des classes moyennes dans les pays émergents aussi, qui ont plus de pouvoir d'achat. Oui, en termes d'évolution, je mettrai en avant d'abord la première évolution démographique, avec la montée en puissance des classes moyennes dans les pays émergents. C'est un truc qu'on disait il y a 10-15 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui? Oui, mais c'est toujours vrai parce qu'on va avoir un afflux de classes moyennes dans les pays émergents qui représente 3 milliards de personnes. C'est très important et c'est très important pour la consommation premium. Parce que dans la consommation premium, il y a le luxe et la Chine, c'est le premier marché du luxe. Donc c'est un driver important. Vous parliez aussi d'une autre évolution démographique qui est très intéressante, c'est la montée en puissance des jeunes générations, les millennials. Mais quels sont les millennials aujourd'hui, parce qu'ils sont plus si jeunes là, on en parle depuis tellement longtemps. La tranche, c'est entre 18 et 35 ans, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie qui arrive vers les 35 ans et qui forme des familles. Et là où c'est très important en termes d'influence dans la consommation, c'est qu'ils vont hériter des baby-boomers un patrimoine de 68 trillions de dollars. Donc ils vont être clés dans les prochaines années. Il est plus chez les parents des millennials, mais les parents des millennials vont transférer du patrimoine à leurs enfants. Exactement. Et donc ça va influencer les tendances de consommation et on va le retrouver dans certains secteurs. Donc vous parliez de l'économie de l'abonnement, mais on voit aussi dans tout ce qui est rénovation, construction, car les millennials sont très actifs sur le marché de l'immobilier, de la rénovation, en particulier aux États-Unis. Ouais, on parlait avec Jean-François de l'ancienneté, du manque d'ancienneté. Il y a une dizaine de fonds qui sont commercialisés en France et des fonds qui manquent d'ancienneté. Vous êtes l'un des premiers à l'avoir lancé il y a maintenant un des premiers et un des plus gros. Ouais. Lancé en 2000... J'ai lancé le fonds en 2006, donc il a 15 ans de track record. Il est pionnier pour le coup. Hein. Il était pionnier. Il est pionnier, oui, tout à fait, on peut le dire. Et en termes justement de performance sur donc 2006, ça fait 15 ans? Sur 15 ans, en performance annualisée, il est proche des 10% en net. Sur 10 ans, il fait 218% par an, annualisé bien sûr. Ouais. Et la question après, c'est sur les 5 dernières années, est-ce que cette performance, elle est toujours là sur 5 ans Sur 5 ans, elle reste intéressante. Après, voilà, c'est un fonds, ça a été cyclique, comme l'a dit Jean-François. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de regarder la dynamique de performance sur le long terme. Sur 5 ans, il fait 79% de performance contre une catégorie à 70%. Donc il surperforme la catégorie sur 5 ans. Bon. Sur les principales lignes, on évoquait vos paris tech, mais pas seulement, même s'il y a 60%, je crois, d'actions américaines. Oui, on a 60% d'actions américaines. Ce qu'on aime jouer en termes de grandes dimensions et de secteurs, la consommation premium, pour nous est important, en particulier avec le luxe. Les sociétés de luxe, comme exemple LVMH ou Hermès, ont extrêmement été résilientes dans cette crise et on l'a vu avec les croissances au dernier trimestre. Mais c'est un vrai pari. Mettre du luxe, c'est pas un pari non plus parce que bien sûr. C'est structurel. Enfin, structurellement, c'est orienté à la hausse le luxe. Mais c'est un pari à long terme. Oui, voilà. Et c'est un pari gagnant parce qu'on voit dans un contexte d'inflation que ces sociétés ont la capacité d'augmenter leur prix. Ça reste un pari gagnant. À moyen terme, ça reste un pari gagnant, justement, avec l'élargissement de la consommation des classes moyennes dans les pays émergents qui consomment du luxe. On l'a vu récemment, il y avait des inquiétudes sur le plan d'austérité en Chine. Les sociétés, pour l'instant, ne voient pas d'impact parce qu'ils ont élargi leur base de clientèle, justement, aux classes moyennes. Est-ce qu'on a encore un phénomène de dichotomie dans la consommation entre luxe d'un côté et low cost de l'autre? Parce qu'on a le même consommateur qui à la fois achète un sac Vuitton et achète du Zara ou du EasyJet. Enfin, il voyage sur du low cost. Est-ce que c'est encore vrai, cette combinaison chez le consommateur? Oui, on l'a vu ces dernières années. On a aux deux extrêmes, effectivement, la consommation premium qui marche bien et plutôt la consommation à des prix très modérés qui marche bien. Et le milieu de gamme, je veux dire, a subi une contraction. Dans les paris forts que vous avez en portefeuille, il y a quoi? Alors, dans les paris forts, donc j'ai cité le luxe, mais j'aime bien aussi la dimension bien-être, aussi bien-être santé. Et là, on va jouer la nutrition, par exemple, avec le leader des vitamines comme DSM, parce qu'ils ont une capacité... DSM, c'est une boîte néerlandaise, ça. C'est une boîte néerlandaise. Ils font quoi? Ils font des vitamines, mais ils se ressentent sur la nutrition. Et ils ont lancé une innovation très intéressante avec les oméga 3.
les oméga 3, il y a des études importantes qui montrent que ça facilite votre sommeil, votre immunité et ça améliore vos capacités cognitives. Eh bien, eux, les oméga 3, c'est notamment d'habitude tiré des huiles de poisson, mais ça implique une surpêche. Et donc, ils ont découvert que l'on pouvait lancer des oméga 3, fabriquer des oméga 3 à partir d'algues. Et donc, c'est un élément très, très prometteur. La dimension donner du sens responsable ISR, c'est un élément important du fond? C'est un élément que l'on va prendre de plus en plus en compte dans les mois qui viennent. C'est en cours de transformation. Mais vous voyez, avec une société comme DSM qui va fabriquer des oméga 3 à partir d'algues, donc d'une matière végétale, c'est un élément sensible auquel on fait attention. Un mot sur l'économie d'abonnement. Oui. Jean-François, on en parle de plus en plus, tout ce qui est à base de forfaits, Netflix ou autres, qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui, même dans la grande distribution. C'est Costco qui s'y est mis, même d'autres en France, moyennant un abonnement, on a des réductions on a des ristournes sur les prix. Oui. C'est quelque chose que vous regardez aussi, parce qu'il y a des fonds même, carrément qui ont été lancés sur cette thématique-là. Ça fait partie justement de la dimension. Et ça crée des revenus récurrents pour les boîtes. Voilà, dans les loisirs par exemple, tout ce qui est plateforme digitale et en particulier l'exemple emblématique c'est Netflix qui va atteindre 230 millions d'abonnés. C'est pas l'arbre qui cache la forêt, Netflix. On met toujours en avant Netflix, il y a vraiment une... c'est multisectoriel. Ce qui est intéressant avec Netflix, c'est que ils ont plusieurs strates d'abonnement et ils ont augmenté régulièrement les prix, sans que ça ait d'impact sur le nombre d'abonnés. Et aujourd'hui, ils tirent beaucoup de leur croissance des abonnés en Europe et en Asie qui croissent très fortement. C'est la première chose. Deuxième élément intéressant, c'est qu'en fait, ils ont un revenu par abonné qui augmente. Et donc, aujourd'hui, Netflix délivre une croissance profitable et génère de la trésorerie. C'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est Netflix, la télé, la musique, Spotify, le cinéma, les jeux vidéo, les logiciels, votre rasoir, votre Nespresso, votre meuble, vous louez, vous avez un abonnement, votre télécom bien évidemment, votre forfait, et la finance et l'assurance. Enfin, voilà. Donc vous rentrez dans une logique d'abonnement qui fait qu'en termes d'inflation, puisque c'est un thème important, vous pouvez avoir quelque chose de plus indolore, puisque finalement, l'achat groupé, je veux dire, en une fois, est plus douloureux pour le consommateur. Les jeunes générations sont moins dans la propriété, on le disait tout à l'heure. Et puis, vous lissez un petit peu ces augmentations de prix à travers l'abonnement avec, quelque part, quelque chose qui n'est pas tellement étudié par le consommateur. Netflix peut augmenter ses coûts. Je crois que l'abonnement est passé à 17 ou à 18. Il y a plusieurs strates. Le plus élevé est près de 18, mais ça commence à 8 euros. Dans votre fonds, ça vous intéresse d'avoir des valeurs comme ça qui mettent en place ces abonnements pour leurs clients? Tout à fait. On a une dimension. Dans la dimension loisirs, ça fait partie des loisirs digitaux, au même titre que les jeux vidéo également. L'économie de l'abonnement, c'est une croissance de 100% par an. Donc c'est vraiment une croissance très forte. Qu'est-ce qui croît de 100% par an? Qu'est-ce qui double? Le chiffre d'affaires, la bascule sur... Donc on a étudié que c'était un marché qui était en forte croissance. Et donc Megatrend et la partie thématique, la gestion thématique, c'est aussi une gestion liée à la très forte croissance, à l'hypercroissance. Donc là, on y est. Bon voilà, merci à tous les deux. Anne Leborgne d'un côté et Jean-François Bay de l'autre. Merci à tous les deux. Merci. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.